Bonsoir à tous, bienvenue au colloque de géopolitique du Bachelor 3A, Bachelor 3 de 3A Toulouse. On espère que vous allez passer un bon moment et voilà, bonne soirée. Bonsoir, bienvenue à 3A Télévision. Ce soir, c'est une édition spéciale sur les routes de la soie en Chine. En effet, c'est un sujet d'actualité puisque le président chinois Xi Jinping a annoncé qu'il voulait reprendre les routes de la soie. Ce soir, grâce à de nombreux spécialistes, nous aurons l'occasion de voir les avantages et aussi les inconvénients. Nous nous apprêtons donc à accueillir nos deux spécialistes de la Chine, Hugo Fourcade et Manon Delgal. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, donc vous êtes ici en tant que spécialiste de la Chine. Donc, les routes de la soie, ce sont un réseau ancien de routes de commerce entre l'Asie et l'Europe, qui est aujourd'hui un des projets économiques les plus ambitieux. Est-ce que vous pourriez nous remettre un peu dans le contexte pour nos téléspectateurs historiques? Alors déjà, tout d'abord, je vais vous raconter donc l'histoire de la route de la soie et sa représentation dans le temps. Donc, les routes de la soie, elles s'inscrivent dans un riche contexte historique, comme dans une volonté de rayonnement ancien de la Chine. Ainsi, au IIe siècle avant Jésus-Christ, plusieurs réseaux d'échanges commerciaux et culturels unissent déjà l'Empire du Milieu aux terres d'Asie centrale voisine, à savoir la Bactriane, la vallée de Fergana et la Sogdiane, une région qui engloberait aujourd'hui l'Afghanistan, du Tadjikistan et de l'Ouzbékistan. Sous l'empereur Anoudi et nourri par la fougue d'ambitieux voyageurs et commerçants chinois, une première voie relie la Chine à l'ouest, contribuant dès lors à la propagation de la culture et des biens chinois en Asie centrale et dans une moindre mesure en Europe. Donc au niveau de sa situation géographique et des infrastructures actuellement, depuis quelques années, la Chine est en train de recréer donc la route de la soie entre la Chine au Proche-Orient, à l'Afrique et jusqu'à l'Europe. Et pour cela, Pékin donc, souhaite développer des lignes de communication routières, ferroviaires, maritimes ainsi qu'électroniques. Et outre une route terrestre à travers l'Asie centrale et la Russie, une route maritime permettrait de rejoindre l'Europe par le canal de Suez. Et de nouveaux itinéraires se déploient vers l'Afrique de l'Ouest et du Nord, et ainsi se prolongeant vers l'Amérique latine. Merci pour ce résumé. Nos téléspectateurs ont de nombreuses questions en ce qui concerne ce sujet. Notamment, est-ce que les routes de la soie ne seraient pas une tentative de Pékin de gagner en influence politique sur ses voisins? Mais aussi, est-ce que cette route de la soie ne cache pas en réalité une préoccupation économique uniquement chinoise? Hugo, en ce qui concerne la sécurité d'approvisionnement de la Chine, est-ce que vous auriez des précisions à apporter? Oui, tout d'abord, je pense qu'il faut parler de la sécurité globale. Donc, en fait, nous croyons que la pauvreté et le sous-développement sont les sources d'extrémisme, en fait, et aussi de militantisme. Donc, juste pour vous donner un exemple, par exemple, en Ouzbékistan, à la vallée de Fergana, il y a des groupes extrémistes, mais aussi, en fait, au sein de la Chine même, donc dans la province nord-ouest au Xinjiang, où c'est la plus grosse source de terrorisme en Chine, en fait. Donc, nous voulons développer pour qu'il y ait une certaine stabilité politique. Au niveau de l'approvisionnement, donc on est vraiment dépendant du gaz et on doit s'assurer d'être bien approvisionné. Donc, en fait, on a par exemple mis des nouvelles infrastructures donc au Turkménistan jusque donc au nord-ouest de la Chine. Donc tout ça, donc il y a deux points. Donc c'est un développement des pays donc qui bénéficient de nouvelles infrastructures et puis c'est une réduction des inégalités. D'accord, très bien. Et en ce qui concerne la saturation du marché et la surcapacité de production de la Chine? Alors, saturation du marché, donc sur de nombreux points, c'est vrai qu'on arrivait à un taux de croissance, quoi, et que si on reste dans notre territoire, ça va être difficile de la faire continuer, quoi. Donc, en fait, juste pour donner un exemple, par exemple, dans le réseau mobile, par exemple, la China Mobile, et c'est le plus gros opérateur en termes d'utilisateurs dans le monde entier. Donc, on voudrait s'exporter dans d'autres pays et ces pays-là, par exemple, vont être bénéficiaires de ce service-là de réseau.
en surcapacité de production, donc on essaie de trouver de nouveaux débouchés, notamment dans l'acier, le ciment et l'aluminium. Donc juste pour vous donner une idée, donc notre production en 2008 était de 500 millions de tonnes et on est passé à 800 millions en 2015. Donc en gros, c'est 300 millions d'excédents. En fait, c'est équivaut à la production des États-Unis et de l'Europe ensemble. D'accord, Voilà. très bien. Merci beaucoup. Pour continuer notre émission spéciale, nous allons accueillir plusieurs spécialistes spécialisés du coup dans des zones géographiques. Il y en aura en tout: l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Europe, les États-Unis et l'Inde. Nous allons donc accueillir notre première reportrice, Louane Bourrier. Aujourd'hui, Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le continent asiatique, premier continent à être traversé par ce projet pharaonique que sont les nouvelles routes de la soie. On va ici surtout zoomer sur deux pays, à savoir donc le Sri Lanka, traversé par les routes maritimes, et le Kazakhstan, traversé par les routes terrestres. Donc, pour commencer un petit peu à faire un état des lieux du Sri Lanka, il faut savoir que le pays connaît une crise économique sans précédent, à tel point qu'il est en incapacité d'importer des produits de première nécessité. Donc, la source de cette crise provient du fait que le Sri Lanka est en incapacité de rembourser sa dette extérieure. Pourtant, c'est très contradictoire, les dirigeants sri-lankais continuent de recevoir massivement des IDE. Notamment, là, forcément, je vais penser donc au cas de Port City, la construction de cette ville totalement artificielle à l'image de Dubaï, qui est financée à hauteur de 1,4 milliard de dollars par la Chine. Donc, ce projet consiste à implanter une marina, des hôtels et résidences haut de gamme, ainsi qu'un centre financier au Sri Lanka, mais soulève énormément de critiques d'un point de vue économique. On se demande si ça va vraiment être rentable ou si finalement ce ne sera pas en fait un piège de la dette, parce que est-ce que les Sri Lankais vont vraiment travailler dans cette immense cité financière alors qu'ils n'ont pas les diplômes nécessaires pour pouvoir prétendre à ce genre de poste, ni même les revenus nécessaires pour pouvoir y vivre? Dès lors, y aura-t-il assez de touristes même en fait pour pouvoir habiter cet espace hôtelier? Et puis, ça soulève aussi énormément de problématiques environnementales, du fait que des quantités astronomiques de sable sont extraites des sols, ce qui cause donc l'érosion des sols et ce qui cause un départ forcé des habitations en bord côtier. Or, ces habitants vivent en réalité des revenus de la pêche, ce qui veut dire qu'en fait, on a une violation des droits à l'alimentation, des droits au logement et du droit au travail. Pour ce qui est du cas du Kazakhstan, je vais surtout me concentrer sur la relation sino-kazakh au temps des anciennes routes de la soie, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'un véritable accord bilatéral existait entre ces deux pays, à savoir donc que la Chine, en fait, donc pour acheminer ses marchandises en direction de l'Europe, passait par le Kazakhstan, forcément, pays frontalier, et qu'il y avait de véritables relations commerciales qui existaient entre les deux pays, du fait que les steppes kazakhs donc assuraient la sécurité des convois chinois et en échange, les commerciaux chinois reversaient des sommes d'argent ou des sommes des marchandises même. Et donc, ça a vraiment permis au Kazakhstan de prospérer dans les temps anciens. Et donc, en 2013, lorsque Xi Jinping a annoncé son projet de relancer les routes de la soie, forcément, c'est un projet qui a été très bien accueilli par les dirigeants kazakhs qui ont repensé en fait à ce temps de prospérité économique, à ce passé en fait très prospère avec une dynamique de développement économique et civilisationnel. Merci Louane. Nous accueillons sur le plateau Daniela Juin, qui est spécialiste de la question de l'Asie dans les routes de la soie. Bonsoir. Bonsoir Mélissa, merci de m'accueillir sur ce plateau. Donc, j'ai une question en ce qui concerne ce que vient de nous dire notre reporter. Que pouvez-vous nous dire sur votre relation actuelle avec le Sri Lanka? Bon, avant de parler de la relation actuelle, je pense qu'il faut aller un peu en arrière. Donc, il ne faut pas oublier quand même on a financé des grands projets après 30 ans de guerre civile au Sri Lanka.
Et en plus de ça, donc, outre l'aide financière qu'on a pu donner, on a quand même appuyé au niveau politique. Donc, au niveau politique, pourquoi? Parce que faut pas oublier que le président Rajapaksa, qui a ordonné le massacre des Tamouls, le pays était quand même sous sanction, quoi, de l'ONU. Et nous avons porté un soutien, du coup, des Nations Unies, pardon, et en vue de bloquer les sanctions ajoutées, quoi. Donc, on a réussi à bloquer les sanctions et on a aussi apporté un soutien militaire pour rétablissement de la paix là-bas. Et juste actuellement, on est quand même le premier pays à investir au Sri Lanka. D'accord, donc pour vous, c'est plutôt un impact positif. Exactement. Daniela. Eh bien oui, je vais rebondir sur ce point. Donc certes, historiquement, la Chine a été d'un grand soutien, mais cette dépendance au pays ne fait que croître, malheureusement. Comme évoqué précédemment par ma collègue Louane avec le projet de Port City qui soulève de nombreuses critiques, ce dernier fait écho avec le piège également de la dette, dont a également été victime le port d'Hambantota, qui appartient désormais à la Chine pour une durée de 99 ans. La raison est le financement de la quasi-totalité d'un aéroport international, celui de Matala, situé dans le sud du Sri Lanka, dont les études de faisabilité en avaient conclu sans appel à la non-rentabilité. Une étude bien évidemment rejetée par Pékin, qui par la suite débloqua un crédit de 307 millions de dollars. Alors vous me direz que cela aurait pu créer de l'emploi au sein du pays et relancer l'économie. Eh bien non, même là, la stratégie chinoise a été finement aiguisée de manière à ce que les prêts accordés soient à des taux d'intérêt faramineux et donc que le pays, donc le Sri Lanka, ne puisse pas être en capacité d'assurer une main-d'œuvre et donc doit faire appel à la main-d'œuvre chinoise. Aujourd'hui, malheureusement, la dette extérieure du Sri Lanka s'élève à hauteur de 51 milliards de dollars, dette dont la Chine possède 10%, ce qui freine le pays dans sa négociation avec le FMI, car il dépend de la Chine pour restructurer sa dette. Très bien, donc sur le terrain, comme nous l'avons dit, ce n'est pas si positif que ça. Et en ce qui concerne le Kazakhstan? Eh bien, en ce qui concerne le Kazakhstan, le schéma va se reproduire. Côté kazakh, certes, les routes de la soie offrent des perspectives de développement considérables en ce qui concerne l'économie du pays, mais lorsque l'on zoome de plus près, cela ne profitera qu'à l'élite et en aucun cas à la population locale du pays. Si je pourrais donner une conclusion à ça, ce mode de développement que la Chine nous propose de gagnant-gagnant n'est autre qu'en fait un vent de conquête sourde et implicite qui se construira en même temps que les routes, les ponts et ces chemins de fer. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci à vous. Une bonne soirée également. Nous allons continuer sur la zone géographique du Moyen-Orient. Et pour cela, nous accueillons notre reporter Emma Courtine. Oui, bonjour, je vous entends très bien, merci. Je suis actuellement en déplacement sur le terrain. Alors aujourd'hui, nous allons faire un zoom sur les pays du Moyen-Orient, en commençant par la Turquie. Depuis plusieurs années, le président Erdogan est à la recherche de la nouvelle place et du nouveau rôle de la Turquie. Non seulement dans la région, mais dans le monde en général. Le projet de la BRI, comme vous le savez, Belt and Road Initiative, permet donc la constitution d'un nouvel axe, permettant dans un premier temps de réduire la dépendance au corridor économique New Eurasian Land Bridge, reliant l'Asie à l'Allemagne en passant par la Russie et qui sert de hub à la distribution vers l'Europe. Dans un second temps, il permettrait un meilleur accès aux régions de la mer Égée et de la mer Noire via les ports turcs. Au cœur de cette configuration stratégique, la Turquie est face à une grande opportunité de devenir un hub dans les échanges de l'Europe orientale vers l'Asie et l'Afrique. Si la route de la soie a d'abord semblé si attractive pour la Russie, c'est qu'elle clame être dans une initiative gagnant-gagnant, qui s'adapterait aux besoins locaux en infrastructure et aux stratégies de développement national des pays qu'elle traverse, maximisant les bénéfices pour les deux parties. C'est du moins le cas en Turquie, où les routes se greffent sur les tracés de développement des réseaux terrestres et maritimes.
Venons-en désormais à la situation actuelle en Iran. Les relations entre la Chine et l'Iran, ou relations sino-iraniennes, datent d'il y a plusieurs siècles. À l'époque pré-islamique, les Parthes ont eu plusieurs contacts avec la Chine. Et à l'époque islamique, ils étaient reliés par la route de la soie. La République populaire de Chine trouve dans l'Iran un débouché pour ses exportations et une source d'approvisionnement pour ses besoins croissants en énergie. En outre, les sanctions économiques et commerciales imposées par les États-Unis à l'Iran ont pour effet d'accroître le caractère réciproquement bénéfique des relations commerciales sino-iraniennes. D'une part, car l'Iran est le seul pays exportateur de pétrole échappant aux pressions américaines. D'autre part, car les tensions irano-américaines représentent une opportunité pour la Chine, afin notamment d'acquérir des capitaux iraniens à bas prix. Prenons l'exemple du port de Chabahar. C'est le seul port iranien échappant aux sanctions économiques établies unilatéralement par Washington en 2018. C'est aussi le plus grand port de la côte sud de l'Iran, en dehors du Golfe. En bordure de l'océan Indien, Chabahar s'est vu octroyer une dispense lui permettant d'échapper aux sanctions américaines. En sanctionnant et en tentant d'isoler l'Iran, Washington a en fait permis à la Chine de pénétrer dans le pays et d'avoir ainsi un poids et une influence encore plus importante en Asie centrale. Pékin et Téhéran, malgré leurs différences politiques, la Chine est dirigée par un gouvernement communiste et l'Iran par une théocratie islamique, ont pour objectif commun de résister à l'unilatéralisme américain. Pour autant, cette relation économique bilatérale est fondamentalement asymétrique. L'isolement de l'Iran, combiné aux sanctions américaines et à une forte crise économique, contraint le pays à rechercher le parrainage d'une grande puissance, alors que pour la Chine, l'Iran n'est qu'un partenaire parmi les autres. Merci Emma. Donc nous l'avons vu encore une fois, le pouvoir semble être assez inégal. Nous avons donc accueilli Luna Philippe, qui sera là en tant que spécialiste Moyen-Orient. Bonsoir Luna. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'accueillir. Donc, suite à la vidéo de la reporter Emma Courtil, je vais vous parler plus précisément de la situation dans ces deux pays, donc la Turquie et l'Iran. Donc, tout d'abord, la Turquie semble avoir grand besoin d'une nouvelle impulsion pour retrouver sa dynamique des années 2000 et sortir de l'actuelle conjonction défavorable. En mettant l'accent sur cette politique infrastructurelle censée renforcer et dynamiser l'économie turque, le président Erdogan entend envoyer un message rassurant aux marchés internationaux et aux Turcs. D'accord, très bien. Et plus précisément, les avantages et les inconvénients de rejoindre ce projet? Tout d'abord, je vais vous évoquer les avantages en ce qui concerne la Turquie au sujet du projet de la Belt and Road Initiative. Donc, premièrement, on peut parler de la modernisation des infrastructures déjà présentes sur le territoire, mais on peut surtout parler de la stimulation économique du pays. En effet, comme évoqué précédemment, la Turquie a grand besoin de retrouver sa dynamique, notamment en termes de croissance économique. D'autre part, je vais vous citer donc les risques et inconvénients en ce qui concerne la Turquie. En effet, la BRI pourrait être un facteur de concurrence et de développement de l'influence chinoise sur le territoire. Mais il y a également de gros doutes sur le potentiel effet de réduction du chômage ainsi que de cohésion territoriale. Et aussi, il y a une crainte de création d'écarts vis-à-vis des pays frontaliers de la Turquie qui sont en crise comme l'Irak et la Syrie, ce qui accentuerait donc les retards économiques, sociaux et techniques puisque la BRI ne traverse pas ces pays. Donc, globalement, on s'aperçoit qu'il y a une montée des tensions entre les puissances chinoises et turques. Effectivement, la Turquie n'est pas totalement prête pour ce libre-échange, puisque depuis 2019, Turquie et Chine montrent des signes d'amitié et de respect, mais cela correspond plus à un rapprochement diplomatique. La Turquie veut protéger ses intérêts et veut s'assurer que cet engagement puisse lui dégager des gains. Alors, effectivement, vu de Pékin, la Turquie elle est destinée à être au cœur des nouvelles routes de la soie. Pour l'exemple, depuis novembre 2019, il est possible pour la première fois pour un train de marchandises d'aller sans escale de Xi'an dans le centre de la Chine vers l'Europe grâce au tunnel de Maramé et qui est construit et financé par les Chinois. Alors, le principal investissement chinois en Turquie, qui s'élève quand même à un montant de 1,7 milliard de dollars, est également lié à l'abri. Il s'agit de la construction de la centrale thermique de Unutlu dans la province de Adana. Et cette arrivée donc, a été annoncée le 22 septembre 2019. Donc, elle doit permettre de renforcer la situation géographique
et énergétique du pays et de l'aider à devenir à terme une réelle plaque tournante du commerce international. La Chine s'intéresse aussi aux ports turcs, à associer des projets de développement ferroviaire. Et en 2021, donc, nous avons célébré avec la Turquie quand même nos 50 ans de relations diplomatiques. Et nous considérons que nos relations avec la Turquie, non seulement sont vues comme une relation entre gouvernements, mais comme un échange indispensable de civilisations anciennes servant de port d'entrée occidentale et orientale vers l'Asie. Il y a donc plusieurs aspects, pas seulement économiques, mais aussi culturels. Merci pour votre intervention. Et Emma nous a parlé de l'Iran. Pourrez-vous un peu préciser ces propos? Donc en juillet 2020, l'Iran et la Chine ont signé un accord de coopération stratégique pour une période de 25 ans. En retour, la Chine reçoit de l'Iran du gaz et du pétrole à prix réduit. En fait, elle le reçoit 30% moins cher que le taux du marché. On estime que la Chine a accepté d'injecter entre 280 et 400 milliards de dollars d'investissements étrangers directs dans les industries pétrolières, gazières et pétrochimiques iraniennes dans le cadre du programme de coopération de 25 ans. Cette annonce a plus une portée diplomatique qu'économique à l'intention de la nouvelle administration américaine. Elle montre que l'Iran a des partenaires économiques sérieux alternatifs aux Occidentaux. Dans ce contexte, l'Iran présente donc un intérêt limité, sauf pour le port de Chabahar, dans l'extrême sud-est du pays. C'est une voie de passage importante pour le transit des hydrocarbures. L'Iran est donc un acteur mineur dans le plan de développement annoncé par Pékin, mais peut envisager d'en tirer quelques bénéfices en accueillant des investissements structurels minimums, mais stratégiques pour son partenaire chinois. De plus, Téhéran peut espérer à terme devenir un acteur important dans la zone eurasiatique. Les ambitions de la République islamique ne s'arrêtent pas là. L'idée est de créer une nouvelle route commerciale en reliant Chabahar à l'Asie centrale par le rail. Merci beaucoup. Est-ce que vous aurez une réponse en tant que spécialiste pour la Chine? Oui, en quelques mots, juste, c'est vrai qu'on parle beaucoup des États-Unis sur ce sujet. Je dois dire que nous aussi, nous ressentons quand même un encerclement, donc avec la présence des États-Unis quand même en Inde, aux Philippines, au Japon, Taïwan, Corée du Sud. Donc il y a quand même un lien entre nos deux pays. Puis ça montre aussi que le projet chinois quand même est ouvert à tous les pays, quoi. On est quand même ouvert à ce qu'on s'installe dans tous les pays du monde entier. Et en fait, ça élabore après des stratégies, enfin des voies commerciales que les pays vont créer en autonomie avec notre aide aussi. Très bien. Voilà. Merci pour votre intervention. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne continuation. Vous l'avez vu, donc l'objectif de la Chine est de permettre un développement de certains pays. Sur cette question, il y a notamment le développement de l'Afrique. Nous allons donc accueillir notre prochain reporter qui est Assiatou Diallo. Non, Sambat Riam Soa. La nouvelle route de la soie vise à relier par voie terrestre et maritime plus de 60 pays. La route maritime provisoire contournera le continent asiatique par le sud pour relier les ports chinois aux pays situés sur le golfe du Bengale, puis traversera l'océan Indien pour atteindre l'Afrique de l'Est. Les 4 pays les plus concernés sur cette route sont le Kenya, le Soudan, l'Éthiopie et la Djibouti. Parmi les projets du Belt and Road de la Chine, lancé en 2013, nous avons en premier lieu la construction de la première liaison ferroviaire entièrement électrifiée avec un financement de près de 4 milliards de dollars qui permet à l'Empire du Milieu de relier Djibouti à l'Éthiopie sur près de 756 km de voies ferrées. Ensuite, au Kenya, la China Exim Bank a financé à hauteur de 90% la construction d'une ligne ferroviaire reliant la ville portuaire de Mombasa à Nairobi. Projet qui a bien été accueilli par la population locale car cela permettrait un gain de temps et une diminution du chômage sur place. Pékin a aussi fourni 85% des 580 millions de dollars nécessaires pour la construction du port polyvalent de Tomale à Djibouti, le plus grand port à conteneurs de l'Afrique. Plusieurs des nouvelles installations portuaires de la Chine ont un double usage, commercial, deuxièmement
militaires. C'est le cas notamment de Djibouti, qui accueille la première et la plus importante base militaire chinoise à l'étranger. Ces sièges accueillent des militaires chinois et des bateaux de guerre sous couvert de la lutte contre la piraterie ou de la sécurisation des installations portuaires. L'un des projets les plus récents en Afrique s'avère être en lien avec le Soudan. En effet, en juin 2022, un navire cargo qui a démarré du Soudan en direction du port chinois de Qingdao inaugure la première ligne maritime directe entre les deux pays. Pour Pékin, qui a rallié le Soudan à son projet de nouvelle route de la soie, l'objectif est de doper les échanges avec Khartoum. Les pays d'Afrique sont toujours considérés par les grandes puissances émergentes comme des alliés indispensables à leur stratégie d'influence et de développement. Toutefois, l'Afrique est de plus en plus axée vers le multilatéralisme. En effet, elle ne veut plus subir mais choisir ses partenaires. Elle ne veut plus jouer le rôle de variable des rivalités entre les grandes puissances. Mais le projet des nouvelles routes de la soie n'est-il pas une création de conditions préalables à un engagement économique, géopolitique et sécuritaire sur le long terme de la Chine? N'est-il pas une nouvelle forme de colonialisme? Merci Sambatch pour ces informations. Nous accueillons sur le plateau Madame Assatou Diallo, qui sera notre spécialiste sur la zone géographique de l'Afrique. Bonsoir. Est-ce que vous, en tant que spécialiste de la Chine, vous aurez quelque chose à répondre aux attaques, en quelque sorte, de notre reporter? Eh bien, sur les investissements effectués par la Chine, cela pourrait permettre à l'Afrique de réduire un déficit infrastructurel qui lui coûte chaque année entre 87 et 112 milliards de dollars, selon les estimations de la Banque africaine de développement. La nouvelle route de la soie pourrait donc contribuer à réduire le manque à gagner, car d'après la Banque mondiale, l'absence d'infrastructures et de qualité limite de 40% la productivité des entreprises africaines. Elle pourrait aussi favoriser une augmentation du PIB par habitant en Afrique et de 1,7 à 2,6 points de pourcentage par année. Enfin, tous ces investissements, ils devraient se répercuter de façon positive sur le secteur de l'emploi et contribuer donc à réduire le chômage sur le continent. Il y a quand même près de 300 000 emplois qui ont déjà été créés en Afrique par des sociétés chinoises. Et donc, ces derniers payant des impôts, les États y voient forcément un avantage fiscal également. Très bien, donc officiellement, l'impact serait plutôt positif. Mais qu'en est-il dans la réalité, Madame Diallo? Alors, déjà, il faut savoir que le choix de ces deux pays, à savoir le Djibouti et l'Éthiopie, n'est pas du tout anodin. Ce choix fait par la Chine est purement stratégique, car outre le fait que Djibouti soit un petit pays qui est connecté avec son voisin, l'Éthiopie, qui est un pays en voie d'émergence, ils sont tous les deux situés sur la pointe de l'Afrique de l'Est et qui est une étape essentielle du projet chinois des nouvelles routes de la soie. Donc, c'est bien beau tous ces avantages que mon homologue chinois vient de nous citer, et je n'en disconviens pas, mais j'espère aussi qu'elle est consciente de toutes les conséquences que ça entraîne en parallèle. Laissez-moi vous dire qu'à cause de ce projet faramineux, les États africains sont en surendettement. Ils risquent d'être confrontés à une détérioration de la viabilité de leurs dettes. Entre 2000 et 2018, par exemple, le continent africain était le continent qui a le plus de défauts de remboursement. Résultat, 72 cas d'annulation de dettes dans une trentaine de pays, représentant environ 2,2 milliards de dollars de créances annulées. Donc, c'est pas peu. Concernant, par exemple, les projets cités sur la vidéo par ma consoeur, Sam, l'Éthiopie doit rembourser la construction de la ligne ferroviaire entre Djibouti et Éthiopie sur 15 années. Donc, c'est très long. De plus, on a l'omniprésence des cadres et des entreprises chinoises sur des projets financés par Pékin qui ne favorisent pas du tout l'essor des TPE et des PME locales, car c'est malheureusement au détriment des compétences des entrepreneurs locaux. Pour ce qui est des chiffres, par exemple, on a un rapport de McKinsey qui dit que plus de 10 000 entreprises chinoises sont présentes sur le continent africain, mais seulement 44% des gestionnaires locaux de ces entreprises sont des Africains. Donc, c'est très peu. C'est-à-dire que les postes à responsabilité sont assurés par des Chinois. Tout ce qui est direction, chauffeur ou contremaître, donc c'est au détriment des populations locales. Aussi, on a
la main-d'œuvre locale qui est très moindre. Donc, forcément, c'est un gros potentiel d'investissement. La Chine, les entreprises chinoises voient donc ils sont assoiffés d'agrandir leurs espaces et donc, en fait, ils arrivent à convaincre les autorités locales de leur céder des terres. Donc, malheureusement, cela passe par de la corruption pour la plupart du temps et en conséquence, ça entraîne la perte des terres des agriculteurs locaux. Même, je dirais, peut-être un peu plus loin, ça peut entraîner la famine et la pauvreté. Parce que si les agriculteurs ils sont expropriés de leurs terres, ils ne peuvent plus les cultiver, ils ne peuvent plus se nourrir, donc il y a un problème. Toujours concernant les industries, on remarque que les productions de ces usines chinoises ne servent pas du tout à la population locale, car pour la plupart, ils sont exportés vers l'étranger. Voilà. Il y a donc de nombreuses conséquences économiques, mais est-ce qu'il y en a aussi des sociales et environnementales? Effectivement, pour aborder ces risques sociaux, justement, on sait tous que l'afflux de travailleurs étrangers associé à la réalisation d'un projet d'infrastructure peut générer des tensions sociales. Par exemple, si les travailleurs sociaux ne sont pas sensibilisés ou ne sont pas mis en garde des réalités locales, ça peut créer des problèmes. Et pour terminer, on a l'environnement, les problèmes environnementaux qui ne sont pas en reste du tout. Selon les estimations, on a à peu près on aura une hausse des émissions de carbone d'à peu près 3% à cause de ces financements, qui peut même atteindre 7%, voire plus. Donc, à cause d'une hausse de la production dans ces secteurs, dans des secteurs plus émetteurs de CO2, les espèces sauvages sont menacées et même les espèces halieutiques à cause de ces échanges. Donc, il y a un très gros problème au niveau environnemental. Très bien. Merci beaucoup de votre intervention. On voit donc que les routes de la soie peuvent être perçues de différentes façons en ce qui concerne l'Afrique. Déjà, c'est un moyen de promouvoir l'intégrité physique et économique, pardon. Mais c'est aussi un moyen pour la Chine de contraindre les organisations internationales et aussi les États occidentaux. Nous allons accueillir maintenant le représentant de la zone géographique de la Russie, Antoine Sarda, qui va nous rejoindre par visio. Bonjour et merci beaucoup Mélissa. Alors je suis actuellement chez moi en direct de Moscou dans mon bureau et je vais en profiter pour vous parler du point de vue russe sur l'initiative des nouvelles routes de la soie. Alors la Russie s'est montrée initialement plutôt réservée, voire sur la défensive face à l'annonce du projet chinois, mais a montré un très vif intérêt et une très forte envie de collaborer et de participer à ce grand projet. La déclaration de Vladimir Poutine et de Xi Jinping le 8 mai 2015 sur la volonté de renforcer la collaboration entre les deux pays est un parfait exemple. Cette attitude est cohérente avec les objectifs du troisième mandat du président russe qui sont renforcer le partenariat avec la Chine, conforter l'image de la Russie comme une grande puissance et affaiblir le leadership occidental. Je vais commencer par vous parler du premier point, qui est renforcer le partenariat avec la Chine. Pour commencer, il faut savoir qu'en mai 2017, Vladimir Poutine faisait partie des chefs d'État présents au forum One Belt à Pékin. Il s'est montré très enthousiaste sur la réalisation du projet. Mais la question qu'on peut se poser est, est-ce que la Russie peut vraiment s'opposer au projet des nouvelles routes de la soie? La réponse est non. Parce que dans une situation de crise avec l'Occident, mettre en avant ses relations avec la Chine est plus que nécessaire. De plus, malgré la pression du Kremlin sur les républiques de Centre-Asie, ces dernières ne cessent de développer leurs relations économiques avec la Chine aux dépens de la Russie. Donc, se montrer ouvert au projet permet à la Russie de rester dans la course. Le second point que nous allons étudier est le fait de conforter la Russie comme une grande puissance. Comme vu précédemment, la Russie cherche à accompagner la dynamique des routes de la soie plutôt qu'à la subir.
Comme exemple, on pourrait prendre le fait que la Russie participe à hauteur de 6% à la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, ce qui en fait le troisième actionnaire, derrière l'Inde et la Chine. Moscou développe également un discours de partenariat eurasiatique, ce qui montre d'autant plus la détérioration des relations entre la Russie et l'Occident et l'importance de se trouver de nouveaux amis. Voilà pourquoi il est important pour la Russie de s'allier à la Chine et de participer à la dynamique des nouvelles routes de la soie. Le troisième et dernier point que nous allons voir est l'affaiblissement du leadership occidental. La Russie cherche à mettre en lumière l'idée de l'affaiblissement du leadership occidental dans les affaires mondiales. Moscou cherche à montrer que les pays occidentaux n'ont de cesse de remplacer les pays qui ne servent pas leur intérêt. Il n'est de ce point de vue pas anodin que beaucoup de pays inclus dans le projet russe de Grande Eurasie ne soient pas des démocraties ou affichent un souci bien ancré de protéger leur souveraineté. La souplesse est le maître mot de cette alliance. Merci beaucoup pour votre attention et très bonne journée à vous. Merci Antoine pour ces informations très complètes. Nous allons accueillir Maëlys Kaili, notre spécialiste de la zone Europe. Bonsoir Maëlys, bonsoir. Donc, qu'est-ce que vous avez à nous dire à propos de l'Europe? L'Europe a un avis très partagé sur les nouvelles routes de la soie. C'est pourquoi aujourd'hui, on va se pencher vraiment sur l'Italie et la France pour mieux comprendre tout cela. Donc déjà, pour mieux comprendre, on va commencer par l'Italie, qui est rentrée en récession depuis fin 2018. Donc son PIB a reculé pour le deuxième semestre consécutif, affecté par un ralentissement de l'économie européenne et les tensions commerciales internationales. C'est pourquoi l'Italie estime que les nouvelles routes de la soie pourraient lui permettre de sortir de ce tunnel de la récession. Alors, il est vrai qu'en tant que des civilisations anciennes, la Chine et l'Italie sont des partenaires stratégiques globaux qui partagent de larges intérêts communs et une base profonde sur la coopération. Il est important quand même pour les deux pays de poursuivre la tradition d'amitié, de comprendre et de se soutenir mutuellement dans nos intérêts fondamentaux et nos préoccupations majeures. Donc de rechercher des terrains d'entente tout en mettant de côté nos divergences, de donner un exemple de relation entre les pays ayant des systèmes sociaux et des contextes culturels différents. Très bien. Est-ce que du coup, l'Italie va accepter l'accord? Du coup, Rome parie que ce soutien officiel fera du pays la première destination en Europe du très convoité investissement chinois. Ainsi, le port de Trieste devrait être l'un des principaux bénéficiaires de ces accords à court terme et de ce rapprochement, car c'est un port en perte de vitesse depuis plusieurs années. La Chine pourrait le revitaliser comme sur le modèle du port de Pirée en Grèce, dont l'activité a été multipliée en 5 depuis son rachat par la Chine. L'Italie pense aussi que ce rapprochement est une bonne affaire politique, même si pour les eurosceptiques du gouvernement italien, le pari chinois revient à démontrer l'indépendance du pays en signifiant à l'Union européenne que l'Italie ne dépend pas de ses subventions. Un choix politique que certains experts qualifient de paradoxal, car à plus ou moins long terme, les investissements chinois vont se traduire par une dépendance de l'économie italienne à l'égard de Pékin. Mais du coup, pour répondre à votre question, suite en fait à la visite vendredi 22 mars 2019 à Rome du président chinois Xi Jinping, l'Italie devient donc le premier pays du G7 à soutenir officiellement le controversé programme d'investissement chinois. Donc, le gouvernement italien et chinois ont signé samedi 23 mars un protocole d'accord non contraignant pour sceller l'entrée de l'Italie dans les nouvelles routes de la soie. Au total, 29 accords ont été signés pour les 2 tiers institutionnels, donc du fisc à la santé, de l'innovation à la culture, en passant par l'agroalimentaire et surtout les infrastructures et la logistique maritime et terrestre. Mais cependant, Rome a quand même revu à la baisse le nombre d'accords signés suite aux contraintes émises par Bruxelles et Washington, suite au fait que l'Italie achète pour 50 milliards d'euros des produits chinois, alors qu'elle ne vend que pour 13 milliards d'euros. Donc l'Italie voudrait en fait équilibrer cette balance.
Donc voilà. Maintenant que la situation avec l'Italie est plus claire, je peux vous poser la question en ce qui concerne la France pour le coup. Je vais peut-être d'abord laisser un peu la parole à... excusez-moi, Que pensent les représentants de la Chine à propos de cette situation en Italie? Nous avons quand même pas mal de choses à dire parce que déjà, nous espérons que les deux parties exploreront le potentiel de coopération, donc dans les domaines tels que l'industrie, la manufacture de haut de gamme, l'énergie propre, l'aviation et l'aérospatiale. Nous voudrions d'ailleurs profiter de la bonne entente avec Rome pour plaider la cause de Huawei, notre champion controversé de l'électronique, et dans le cadre du déploiement en Italie de la 5G, la nouvelle génération d'Internet mobile. Par ailleurs, la Chine promue une ouverture de haut niveau et importera davantage de produits de qualité d'Italie. Et l'Italie sera d'ailleurs notre pays d'invité d'honneur de l'exposition internationale des produits de consommation de Chine 2023. Donc, nous devons tirer parti également des Jeux olympiques d'hiver à Milan en 2026 pour renforcer notre coopération et donc dans les sports d'hiver grâce aux industries qui seront associées forcément dans le contrat. Et donc, nous continuerons de renforcer nos communications et notre coordination avec l'Italie au sein du groupe G20 et d'autres plateformes multilatérales et de répondre ensemble aux défis économiques et à d'autres défis majeurs au niveau mondial également. Très bien, merci. Donc, il y a pas non seulement des échanges économiques, mais aussi culturels, encore une fois. En ce qui concerne la France, cette fois-ci. Du coup, pour la France, c'est vrai que c'est assez différent parce que en fait, la France tarde à prendre décision de cette initiative qui est pourtant un projet important. D'ailleurs, certains rapports sénatoriaux regrettent le retard des Français dans l'anticipation de ce projet et soulignent la nécessité de créer des conditions d'un équilibre satisfaisant dans les relations entre la Chine, la France et l'Europe. Donc, on aimerait en fait connaître les liens aussi qu'entretient la France avec la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures qui finance une grande part de ce projet. Donc, la France est quand même engagée malgré tout dans divers projets liés aux nouvelles routes de la soie, donc sur notre territoire avec la ligne de train Wuhan-Duisbourg-Lyon et au niveau européen avec une plateforme UE-Chine et au niveau multilatéral, du coup avec la participation à la Banque asiatique. Très bien, donc pourquoi la France tarde à se décider? Comme l'a indiqué le président de la République lors de sa visite en Chine du 8 au 10 janvier 2018, la France est ouverte au développement de la coopération avec la Chine pour permettre des développements des échanges bilatéraux et faire de ces routes celles d'un développement équilibré dans le respect des normes internationales et européennes, notamment en matière de protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique. C'est donc dans cet esprit que en fait, la France a proposé d'identifier des projets concrets de coopération avec la Chine. Pour cela, il y a un travail qui a été engagé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et le ministère de l'Économie et des Finances en lien avec les administrateurs et les opérateurs compétents. Très bien, donc, et qui sont donc ces administrateurs et ces opérateurs compétents? Du coup, on a le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, le ministère de la Transition écologique et solidaire et le secrétariat général de la mer et l'Agence française de développement, ce qui a donné lieu du coup à une mobilisation du réseau diplomatique. On a donc un avis plutôt divisé en Europe. Merci beaucoup, Alice. Est-ce que vous aurez d'autres choses à ajouter? De manière générale, malgré le faible investissement de l'Europe dans le cadre des nouvelles routes de la soie, il faut espérer quand même davantage de coopération économique et commerciale afin de ne pas se priver du marché chinois et de saisir les opportunités. Il s'agit d'un enjeu du coup qui est historique pour l'Europe que de prendre place au sein de l'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie par un processus de négociation avant que la Chine impose ses conditions à l'international. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Une bonne soirée. Au revoir. Pour notre dernière partie sur les États-Unis, qui est vraiment un sujet d'actualité et assez controversé, nous allons accueillir notre spécialiste, Vadim Mabou, dans cette vidéo. Bonjour et merci pour vos 3 amours qui appellent à mes services pour pouvoir expliquer la rivalité entre les États-Unis
et la Chine. Pour aborder ce sujet, nous utilisons souvent le piège de Thucydide, qui a été écrit au 5e siècle et qui faisait référence au conflit entre Sparte et Athènes. Il disait que le conflit était devenu inéluctable à partir du moment où Sparte, grande nation dominante, n'acceptait pas la montée en puissance d'Athènes et de se voir égalée par celle-ci. C'est pourquoi il est important de se demander aujourd'hui si les États-Unis, première puissance mondiale depuis 1945, pouvaient accepter de se faire rattraper par la Chine. C'est l'ouvrage du géopolitologue Graham Allison, Destinated to War, paru en 2017 aux États-Unis, qui a relancé la théorie du piège de Thucydide. En effet, il étudie avec 16 cas dans lesquels la puissance numéro 1 se faisait rattraper par la puissance numéro 2. Eh bien, figurez-vous que dans 12 de ces cas, cela se terminait par une guerre. Alors, la question que l'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que les USA envisageraient, accepteraient de se faire dépasser par la Chine? Eh bien, Mélissa, je crains que non. Je crains que depuis plus de 10 ans, les USA suivent non pas seulement une politique pour contrecarrer la Chine sur son propre territoire, mais également de fragiliser, de l'isoler de ses partenaires qu'elle a pu construire. Alors bien évidemment, les USA provoquent la Chine, notamment sur les droits internationaux, avec la question des Ouïghours et le pays de Taïwan. Une autre stratégie américaine est de fragiliser les relations entre la Chine et la Russie. Tout simplement en provoquant des problèmes aux frontières de la Russie, en soutenant l'Ukraine dans sa guerre par exemple, pour qu'elle soit complètement concentrée sur son territoire et qu'elle ne puisse pas regarder à l'échelle internationale et donc de continuer à entretenir ses relations avec la Chine. Voilà pourquoi, Mélissa, je pense que la guerre entre les États-Unis et la Chine est inévitable. Merci et au revoir. Merci Vadim pour cette intervention. Ouais, je voudrais quand même intervenir sur cette interview. Donc là, bon, c'est Athènes, Sparte, donc très théâtral, très américain au final. Je pense qu'on est quand même sur les routes de la soie et que là, on parle d'un sujet qui est encore diamétralement différent et c'est quand même hors sujet. Donc je sais pas si ce reporter sait qu'il faut peut-être peser ses mots sur des sujets aussi graves, mais je dois rappeler que juste les routes de la soie, ce n'est pas un projet anti-américain et que les Américains nous encerclent aussi par le sud. Donc, nous, on se développe comme les Américains l'ont fait. Et pour les inégalités, que ce soit les Ouïghours ou autres, je pense que c'est paradoxal que les Américains nous donnent des leçons sur les droits de l'homme et voilà. Très bien, merci. Mais c'est très juste. Nous allons donc accueillir Alexis Dula, qui est spécialiste sur cette zone-là. Est-ce que vous avez une réponse à apporter? Alors, moi, peut-être comparé à tous les prédécesseurs qui sont passés sur le plateau, je ne vais pas être dans une position de défense ou d'attaque de tel ou tel pays, mais je vais essayer de faire prendre un peu de recul, quoi, cette situation, parce que c'est quand même... je comprends les deux points de vue, c'est-à-dire que ce qui a été relevé par le reporter, ça semble inévitable. Alors, de là à aller à un conflit armé, on n'en est pas encore là. Les arguments de la Chine, de notre côté, bien qu'on a vu que leur projet, bien qu'ambitieux, soit peu recevable au niveau humain, environnemental, économique dans certains pays, on peut entendre aussi l'argument d'une certaine hypocrisie des États-Unis, mais il faut pas se voiler la face, c'est un conflit, alors non armé, mais idéologique, commercial ou autre, qui dure depuis maintenant de nombreuses années. Et surtout commercial. Donc, dernièrement, on a vu avant l'administration Biden, Trump a essayé sur la fin de mandat de calmer un peu le jeu, mais c'est reparti de plus belle. Et notamment depuis l'année 2022, on a donc l'administration Biden qui développe une nouvelle méthode commerciale pour quelque part faire un peu le jeu de la Chine, mais de son côté avec ses propres alliés. Donc, qu'ils appellent le friendshoring, c'est-à-dire d'aller implanter des investissements d'entreprises dans les pays alliés, donc qui peuvent être les pays européens, mais aussi ils tendent à être de plus en plus inclusifs avec des pays comme le Japon, la Corée. Mais au final, est-ce que c'est pas une politique non plus qui ressemble à ce qu'est en train de faire la Chine avec les pays africains ou autres? On peut se poser la question. Et de plus, sous cette forme
d'alliance avec des pays alliés historiques comme les pays européens, on semble quand même se rapprocher d'une direction unilatérale des États-Unis qui veulent vraiment reprendre la main et ne pas laisser passer la Chine devant eux, notamment en se détournant des directives de l'OMC, qui ces dernières années est passé fortement sous l'influence chinoise du fait de ses investissements. Et ils appuient également sur, comme ça a été dit, sur le contexte avec la guerre en Ukraine menée par la Russie, et insistent sur les relations qu'entretiennent la Chine avec la Russie, qui sont assez ambiguës et qui mettent même en avant leurs relations commerciales privilégiées avec les Russes, ce qui permet aux États-Unis idéologiquement de se placer un peu en défenseur des droits de l'homme et de faire passer la Chine, on peut dire, pour les méchants dans ce contexte. Mais est-ce que là aussi il n'y a pas un désir de manipulation, ou est-ce qu'on n'est toujours pas dans une stratégie un peu de ping-pong entre ces deux puissances qui depuis des années au niveau commercial s'affrontent? De là à dire que ça peut déborder jusqu'à une guerre, on n'en est pas là, même si on voit que dans le contexte actuel ça évolue assez gravement. Et donc, on est en train d'assister malheureusement à peut-être une reformation de deux blocs idéologiques et économiques au niveau mondial, entre ceux qui vont peut-être s'aligner avec ou non la Chine, ceux qui s'aligneront ou pas avec les Américains, ce qui est pas sans nous rappeler des heures un peu difficiles du siècle passé. Et d'ailleurs, l'OMC, pour rajouter un peu de chiffres dans tout ça, a prévu que si ces deux blocs venaient à se former de manière plus ou moins concrète, entre tout ce qui relève de l'impact économique dans les pays où s'installeraient les entreprises américaines en termes de compétitivité, etc., on pourrait arriver, avec le projet chinois également, à une baisse de 5% du PIB mondial. Très bien. Merci beaucoup pour votre intervention, Alexis. Je vous souhaite une bonne soirée. Ce sera tout pour cette édition spéciale. Merci. Objection. Bonsoir. Bonsoir, il semblerait que vous avez oublié un certain pays. Ah bon? L'Inde, ça vous parle peut-être? Ah oui, effectivement, nous pouvons en parler. Est-ce que vous souhaiterez vous asseoir? Bien évidemment, avec grand plaisir. Dites-moi, quelles sont vos objections, comme vous l'avez dit? Alors, je vous entends parler depuis tout à l'heure, c'est bien beau, tout ça, oui, il y a des aspects positifs, nanani, nanana, mais il semble qu'on a oublié de relever encore des aspects négatifs. Donc, je tenais à souligner que nous, l'Inde, on se sent clairement encerclé sur différents points, que ce soit au niveau commercial, géostratégique ou militaire. Par exemple, la prise en compte de l'Inde par la Chine, par la mise en place des routes de la soie, niveau terrestre, est quasiment inexistante. Voilà, le fait que la relation sino-indienne, bien sûr, elle est complexe, je vous l'accorde, mais les routes de la soie maritime sont de ce fait encore plus importantes pour nous. La présence de la Chine sur la zone comme celle de l'euro-asiatique montre une certaine domination. Donc, indirectement, nous encercle, nous, l'Inde, et ayant pour conséquence de limiter sur notre capacité à bénéficier du commerce international. Ça donne une certaine puissance du hard power pour vous, la Chine, et influence niveau politique sur les mers asiatiques et de l'Asie continentale. Encore une fois, la Chine attire sur tout ce qui est côté des importations et tire profit du manque des infrastructures au niveau de l'Inde. Et toujours par rapport à la domination de la Chine, on ne s'arrête pas. Sur la terre et mer, la zone sino-pakistanaise renforce sa position stratégique. La Chine est favorisée au niveau des exportations, des importations de matières premières et des ressources naturelles comme le gaz naturel. Par la présence de ces infrastructures qui sont donc localisées au niveau de l'Est et de l'Ouest. Donc l'Inde, revenons au fait, l'Inde est un pays de population jeune où les emplois se font tourner bien sûr l'économie du pays, comme vous me direz sur tous les autres pays, hein. Mais du coup les routes de la soie et de la domination sur diverses manières de la Chine, indirectement, nous, les emplois dans le domaine, par exemple, de l'industriel national pour l'Inde, sont menacés. Vos différentes infrastructures font une certaine crainte vis-à-vis de nous en termes de stratégie et on pense que ce serait à des fins militaires. Et nous suspectons que les moindres mouvements maritimes, pour nous, soient contrôlés et c'est très contraignant. Donc, en conclusion, il faudrait quand même spécifier et pas oublier que nous sommes des pays frontaliers. Je pense que c'est la fin.
Faut pas oublier. Alors, merci beaucoup pour votre intervention. C'est la fin de l'émission. Merci à tous d'avoir suivi cette édition spéciale avec une fin quelque peu chaotique. Merci à nos spécialistes Manon et Hugo et à tous nos invités. Nous vous souhaitons une bonne soirée et on espère que vous avez apprécié.